Raphaël, on est prêt? Pas encore? Si, t'es prêt? Moi, je suis prêt. T'es prêt? Ouais. Donc on va commencer tranquillement cette recette. Alors là, ça va être un peu compliqué parce que j'ai pas le déroulé de ta recette. Du live. Donne-nous déjà peut-être l'intitulé de ta recette à toi, version salée. Alors, version salée, du coup, c'est une mousse de chèvre frais avec dessus une petite salade de petits pois, fraises et une petite huile d'olive pour agrémenter. D'accord. On n'entend pas là? Si. Bon. Et Emeline, elle va nous faire la version sucrée de ce plat. Qu'est-ce que vous avez préparé avec les petits pois, Emeline? On va avoir un crémeux citron accompagné de petits babas imbibés de jus de fraise et avec les petits pois. Alors des babas qui vont être imbibés non pas au rhum mais à la vodka puisque la Fond des Pères est producteur de vodka. Nage de fraises, on a dit, et petits pois frais. Donc une recette originale, mais tout ça pour vous montrer que les produits de saison peuvent être déclinés de manière infinie et de manière où nous, on n'aurait pas forcément pensé. Mais c'est là où le talent des chefs intervient. Raphaël, dis-nous en 2-3 mots l'endroit où tu travailles, qui est quand même un endroit magique au Bossé. J'aimerais bien que tu nous le présentes. Alors, donc la Fond des Pères, donc c'est un domaine de vin à la base, donc qui fait 30 hectares. Et sur ce domaine, donc, on produit le vin, donc toutes les couleurs, donc rouge, blanc, rosé et un pétillant aussi. Et en plus de ça, on a 2 restaurants. Et en fait, c'est un restaurant ferme auberge, c'est-à-dire qu'on cultive sur place les légumes. Et on a aussi, par exemple, des poules pour avoir les œufs, pour faire toutes les pâtisseries. On fait pas mal d'entrées à base de ça, de pâtisserie aussi. Et on a aussi toutes les herbes de l'herbier. On a voilà. Alors le principe, c'est que les restaurants de Raphaël, c'est une ferme auberge. Donc vous devez utiliser en majorité les produits que vous produisez sur place. C'est obligatoire, ça fait partie du cahier des charges. Donc du coup, sur les 2 restaurants qu'on a au Bossé, parce qu'on a un 3e restaurant à Sanary, mais sur les 2 restaurants qu'on a au Bossé, c'est obligatoire d'utiliser dans chaque recette une note du domaine. Par exemple, pour utiliser du chocolat, on a fait un accord mets vin, chocolat et vin du domaine. Et vous avez des potagers, un poulailler, un herbier. Et puis le vin, après on utilise pas mal aussi dans quelques recettes l'alcool, enfin le vin, la vodka, le gin qu'on produit et prochainement le pastis aussi qu'on va produire. Donc à vous, ça vous demande chaque jour aussi de vous adapter aux produits du coin. En ce moment, j'ai pratiquement que des petits pois et des fraises qu'on ramasse tous les jours. Donc forcément. Donc on fait des petits pois. Voilà, c'est ça, et des fraises. Et c'est là où justement c'est la saison qui dicte le menu. Parce que il y a un moment, on a des petits pois, il faut les faire. C'est pour ça que théoriquement, on ne trouve pas de fraises et de framboises dans les bûches de Noël. Voilà. Oui, et c'est maintenant qu'on les trouve parce qu'on est en pleine saison. Raphaël, tu nous expliques un petit peu ce que tu vas faire? Alors, donc côté sucré, on va commencer par le sucré. Donc côté sucré, en fait, on va commencer par, on va réaliser un crémeux citron, parce que du coup, on va faire donc un baba imbibé au jus de fraise vodka, fraise et petits pois. Et pour contrebalancer un peu la fraise et le petit pois, rajouter un petit peu d'acidité, on va quand même y mettre un crémeux citron qu'on va réaliser devant vous pour mettre un peu d'acidité dans ce dessert, parce que sinon c'est un petit peu trop sucré. Donc pour casser un peu le sucre. Donc c'est un peu comme on disait ce matin, il faut rajouter du peps. Parce que sinon on se retrouve avec du sucre, du gras, et l'acidité va toujours vous permettre d'alléger vos recettes. C'est ça. Et après, donc, on commence à... Là, c'est le crémeux, c'est ça, c'est ce que tu vas faire. Alors, quand je vous préviens, quand il y a 2 chefs en même temps, je m'en sors pas. Donc, vous me rattrapez au vol. Hein. Emeline, elle va le faire, et puis moi, je vais expliquer comme ça. Voilà. Allez, Emeline, en scène, ne sois pas timide. Donc, Emeline est pâtissière avec Raphaël, et elle m'a raconté qu'en fait, ils ont travaillé ensemble il y a une dizaine d'années, et ils se sont retrouvés où là, elle a rejoint donc Raphaël à la Fond des Pères il y a à peu près 1 an. Voilà, c'est ça. Avant, on était ensemble, on a fait une saison à Val d'Isère à l'époque. Et puis, on est restés amis. Voilà. Et puis, du coup, comme elle cherchait un endroit pour se poser, du coup, elle nous a rejoints. Vas-y, je t'en prie. Donc là, on va démarrer pour faire le crémeux citron. On démarre le jus de citron, le sucre. Alors, pendant que vous faites ça, je vais inviter les visiteurs de la foire à passer nous voir dans l'après-midi. À toutes les heures, on reçoit un chef qui nous fait une recette et puis en fin de démonstration,
On fait déguster, bien sûr, parce que sinon ce serait pas drôle. Et puis, on a aussi des accords mets et vins qui sont faits en partenariat avec les vins de Provence, qui sont animés par Roland Mistre. Donc, l'occasion de découvrir un petit peu les différents terroirs, les différentes appellations. Et là, sur cette démonstration, donc c'est le domaine de la Font des Pères, justement, puisqu'ils sont également domaine viticole, en plus d'avoir de très beaux restaurants. Donc là, pour la recette, on a mis... Jus de citron, Combien? sucre Ouais. et œufs. Ok, et t'as mis combien en proportion? Tiens, mais Emeline, dis-nous. Allez. Alors là, j'ai mis jus de citron, sucre et les œufs. Et après, à côté, j'ai ma gélatine. On va faire coaguler. Et une fois que tout ça sera coagulé, nous allons mettre la gélatine. Et une fois que la masse aura un peu refroidi, on va terminer avec le beurre. On va mixer avec le beurre. Donc là, tu fais chauffer tranquillement œufs, sucre et le jus de citron. Ok. Donc on monte tout ça en température tranquillement, remuant tranquillement avant de lancer la gélatine. Raphaël, tu fais ta recette salée en même temps? On fait après? On fait comment? Je vais la faire en même temps. Oh là là, là, c'est le moment où vous allez me perdre. L'année dernière, j'ai fait une catastrophe avec ça, mais ça va bien se passer. On prend l'habitude, Tu fais chauffer les petits pois? Voilà, en fait, moi, les petits pois, donc je les cuis à la vapeur. Beaucoup de mes légumes, je les cuis à la vapeur. Donc, ce qui est bien avec les cocottes et la cuisson vapeur, c'est qu'on garde quand même les vitamines si on ne monte pas au-dessus de 95 degrés. Donc, moi, j'aime bien travailler avec ça, avec la vapeur. Et puis, on garde vraiment tout le côté croquant et une belle couleur sur les légumes. Ça, c'est ce que j'aime bien. Donc là, du coup, donc ça, c'est les petits pois qu'on a écossés. Et du coup, je vais les cuire vapeur dans cette cocotte. Et je vais les cuire en même temps, que ce soit pour la recette salée que pour la recette sucrée. Donc là, je vais commencer, je vais réaliser la mousse de chèvre. Donc mousse de chèvre, j'ai besoin de chèvre frais. Moi, j'ai un producteur à côté de chez moi, donc voilà. Donc là, je vais un peu gratter les herbes qu'il y a dessus quand même pour pas que ça bouche. Du coup, je vais réaliser un siphon de chèvre. Alors là, Raphaël a amené son chèvre. Mais vous avez pendant tout le week-end donc les producteurs d'agneaux du Var qui sont juste à la sortie du hall gastronomie. Donc aujourd'hui, nous avons l'éleveur le GAEC des Graougres, c'est la famille Bellini qui est à Châteauvieux. Demain, nous aurons le GIE du Bruys de la famille Fabre à la Roque-Esclapon qui nous ont fourni agneaux et chèvres que vous allez retrouver en démonstration ce week-end. Donc mousse de chèvre frais, Raphaël, c'est ça, je te laisse expliquer. Voilà, alors la mousse de chèvre frais, c'est donc du chèvre frais tout simplement et de la crème liquide parce que du coup je vais mettre ça dans un siphon. Après, si vous n'avez pas de siphon à la maison, vous pouvez monter une chantilly soit à la main si vous avez le courage, ou alors vous pouvez faire ça au batteur ou quoi que ce soit et incorporer après le chèvre que vous aurez préalablement écrasé. Ce qui nous permet d'avoir le goût de chèvre frais et en même temps d'avoir vraiment la légèreté, onctuosité. Ça ira très bien avec les petits pois et les fraises. Alors si on fait une chantilly de chèvre à la maison à la main, est-ce que comme pour la chantilly, on met son bol au froid avant pour que ça marche? Oui, bien sûr. Oui. Donc on place le bol de son robot au congélateur bien froid. Et après, on met ses ingrédients dedans, on fouette, mais il faut que ce soit très froid pour que ça marche. Très froid, ouais. Et la crème aussi très froide, c'est important. C'est pour ça que j'ai jamais réussi à faire une chantilly. C'est mon drame, je n'ai jamais réussi, c'est une catastrophe. Donc du coup, le chèvre et la crème, je les mets ensemble dans un blender pour les mixer. Bon là, j'ai mis à peu près 2 pièces de chèvre. Et je vais mettre, je pense, 500 g de crème. En sachant que là, j'en fais quand même une belle quantité. Et en fait, ça, c'est vraiment... moi, je le fais au restaurant. Des fois, je le sers en fromage, parce qu'on aime bien faire des fromages travaillés. Donc, sur le menu dégustation, des fois, avant le dessert, on propose le fromage travaillé comme ça. Mais en même temps, ça peut faire une entrée. Vous verrez à la fin, je vous expliquerai des petites astuces. Regarde, on va se décaler un tout petit peu, Raph. Comme ça, ce sera mieux pour la caméra. Bien et sûr. comme ça, Emeline peut se brancher. Alors Emeline me dit qu'elle va faire du bruit, mais c'est pas grave, c'est ça la cuisine. T'as le droit de faire du bruit du moment que tu ne t'éclabousses pas partout. Ouais, ça peut arriver. Vas-y Raph. Allez, moi je vais mettre la crème. Hop.
Crème liquide entière, j'imagine. Crème liquide 35%, ce que j'utilise. Après, dans le commerce, le 35% c'est pas forcément obligatoire parce que. Ouais, dans ça, c'est une crème que les chefs trouvent facilement. Nous, dans le commerce, c'est moins facile. C'est ça. Crème entière. Crème entière, ouais. Crème entière. Donc là, comme j'ai dit, j'ai mis 2 chèvres entiers et je vais mettre 500, à peu près la moitié de la brique de crème. On rajoute de la crème. Ouais, allons-y. Du coup, je me suis trompé. J'ai rajouté 1 litre pour 2 chèvres du coup. Donc ça fera 500 grammes pour un chèvre. Ils sont quand même gros là, c'est vrai en ce moment ils sont gros. Et ça arrive au meilleur. Hein. Exactement. Ce qu'il faut c'est rectifier. Rectifier, surveiller. Faut rester attentif quoi. Bah, des fois c'est vrai qu'on a des chèvres, les fromages de chèvre on les a, ils sont plus des fois, petits. Ils sont petits. Et des fois ils sont gros. Ils Voilà. sont plus balèzes. Hein. Et là j'ai juste réassaisonné un petit peu. Okay. J'ai mis un petit peu de sel et je vais mettre une petite goutte d'huile d'olive dedans, histoire d'arrondir un peu le. Parce que c'est vrai que le chèvre frais comme ça, ça manque un peu de gras, même si c'est gras, ça manque un peu de gras, de la rondeur en fait qu'on va retrouver dans l'huile d'olive. Vous avez compris aussi que l'huile d'olive c'est la vie. Hein. Les chefs utilisent de l'huile d'olive partout. Ça apporte un peu de rondeur, comme on dit. C'est l'huile d'olive du domaine aussi, vous faites votre huile d'olive? On fait notre huile d'olive. Ouais. Donc la Fond des Pères, très belle maison au Bossé qui a 2 restaurants, qui a des chambres, un potager, qui fait du vin et qui a aussi, ça c'est au Bossé, avec une vue magnifique et qui ont aussi une antenne avec un bistrot bar à vin, on pourrait dire ça comme ça, à Sanary. C'est ça, tout à fait. Le comptoir de la Fond des Pères. Le comptoir de la Fond des Pères. Place Cavé à Sanary. Donc là, on a vraiment la bonne texture. Voilà, ça y est. Alors pour les gens qui nous rejoignent, n'hésitez pas à vous installer, à vous asseoir, il y a de la place. Parce qu'en fin de démonstration, on va faire goûter tout ça avec l'accord Mets et Vins de Roland. Emeline, tout va bien? Emeline, tout est prêt, tout est maîtrisé, tout est sous contrôle. On va pas tarder, bah oui, on attend que la crème refroidisse pour mettre le beurre, c'est ça? Parfait. Raphaël, dis-moi, tu as besoin de quelque chose? Non, c'est bon, je vais remplir le siphon. C'est bon. Alors, le siphon. Moi, la première fois où j'ai animé des démonstrations culinaires, le chef a fait exploser le siphon. Donc, le premier rang, faites attention, c'était siphon d'un truc genre vert, des épinards ou un truc comme ça. C'était une catastrophe. Bon, on a bien rigolé. Ouais. Je vais le mettre là, je suis désolé, hein, mais j'ai pas envie d'en mettre partout là, donc c'est pour ça. Je sais pas si c'est un peu épais. C'est l'instant critique où on change de contenant. Roland, est-ce que tu veux nous parler un petit peu? Tu as goûté le vin, je te laisse le micro, je vais boire de l'eau. Bonne dégustation aquatique. Merci à tous. Bon, après cet intermède provençal, donc on reprend la dégustation cet après-midi. On met la carte avec la Fond des Pères, donc rouge, Côte de Provence. Alors, dans un secteur un peu particulier, puisque nous sommes en plein Bandol, mais il y a des zones qui sont pas classées, mais qui sont en Côte de Provence. En l'occurrence, c'est le cas. Donc, la zone du Bossé, hein, vous prenez Toulon, Marseille, et donc au-dessus du T, là, vous avez la zone du Bossé, Côte de Provence et les Fonds des Pères. Alors, la particularité au niveau de l'encépagement, c'est qu'effectivement, on est plus marqué donc avec du Mourvèdre, malgré qu'on ne soit pas en totalité Bandol. Mais là, on lui a adjoint le Cinsault et on a une finesse assez remarquable qui va nous permettre d'accompagner aussi bien le sucré salé qui est en train d'être préparé. Vous allez voir, ouais, bon, beaucoup de finesse, cool. beaucoup de petits fruits, donc quelque chose de très goûteux, de très gourmand, hein, qui accompagne parfaitement notre après-midi. Là, donc, nous avions, qu'est-ce que c'est? Ouais, mousse de chèvre frais et ensuite baba, imbibé de vodka. Donc c'est quelque chose qui devrait aller très bien par la structure à la fois très mûre et très confite de ce vin. Quand on va vous le servir, vous allez en prendre conscience et puis on dégustera ensemble si vous le voulez bien. Moment de vérité. C'est ça.
Magnifique. Donc là, du coup, j'ai mis une seule... si vous avez des siphons de cette taille-là, des petits siphons, j'ai mis un seul gaz parce que le chèvre, il était quand même assez épais. D'habitude, je le fais un peu plus liquide. Mais là, comme il était un petit peu plus épais, du coup, une cartouche suffit. Après, on va couper les fraises. Donc Roland me dit que ce vin est très léger, très aromatique et très gourmand et que ça ira parfaitement bien avec la recette. Parce que je vous ai mis l'eau à la bouche. Est-ce que vous avez des questions? Je vous vois très concentré ou alors c'est l'heure de la sieste, je ne sais pas. Sucré salé, ouais. Qu'est-ce qui te manque, Raphaël? Oh, Ça rien, va tout va bien. Tout va bien. Eh ben oui, la recette, ben, voyez ça avec le chef, parce que ce chef est très occupé, très débordé. Il n'a pas eu le temps de me la faire, le coquin. Alors après, comme je l'ai dit ce matin, tout est filmé et ce sera mis sur YouTube, sur la chaîne de la Foire de Brignoles. Alors il faut laisser une petite semaine passer, le temps que les filles se remettent de leurs émotions et qu'elles les mettent en ligne. Mais vous retrouvez les recettes filmées avec tout le déroulé de A à Z. Et retour ensemble, mesdames, messieurs, vous le savez ici, hein, c'est toute l'ambiance de la Foire de Brignoles en Provence verte que vous vivez avec nous et avec du coup la fête de la ruralité d'une part. Ça c'est important parce que ça dure 3 jours la fête de la ruralité. Et Marie Tabaki qui est là sur ce plateau, elle est accompagnée de ses invités parce que c'est ta cuisine, Marie, c'est la gastronomie et ça la gastronomie ça te connaît puisque tu es, on va dire, journaliste culinaire, également des émissions télé. Et je disais tout à l'heure, t'es pas à la télé, mais si quelque part t'es à la télé de la foire. Ça va Marie? Mais ça va très bien. Alors, c'est pas ma cuisine, hein, c'est la cuisine de notre partenaire SoCook, je tiens à le préciser. Et on les remercie parce qu'on a une super cuisine pour recevoir nos chefs. Et que je remercie de me suivre dans ces aventures parce que ils sont tout le temps partants pour venir partager leurs bonnes recettes, leurs bons conseils, leurs produits de saison, leur savoir-faire. Donc, c'est ça qu'on partage tout le week-end ici dans cette cuisine de la Foire de Brignoles. Alors, le Var des gastronomes, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu du Var du gastronome? C'est ton bébé, ça fait quelques années maintenant. Ça a commencé avec un blog et puis les réseaux sociaux. Eh ben, on se voit vieillir, Thierry. Ça fait 10 ans. J'avais créé donc, le Var des gastronomes pour partager mes bonnes adresses parce qu'étant journaliste culinaire, à un moment, je faisais plein de restaurants, mais plutôt pour des articles pour la presse professionnelle. Donc j'avais monté ce blog pour mettre mes bonnes adresses et puis de fil en aiguille un compte Facebook, un compte Instagram. Puis maintenant je crois qu'on est 15 000, on est 15 000 à échanger nos bonnes adresses. Donc l'idée c'est de partager, de mettre en avant des chefs comme Raphaël, comme Emeline. Moi ce qui me tient à cœur c'est des chefs qui font du fait maison, qui travaillent de manière artisanale, des produits de saison et des produits locaux. Parce que si on n'achète pas les produits à nos producteurs locaux, on n'en aura plus. Si on ne mange pas de saison, on se retrouve à manger des choses moins bonnes qui ont traversé le monde. Et puis la réalité, c'est que les produits de saison, ils ont le bon goût et le bon prix quand c'est le bon moment. Les fraises en plein hiver vont être hors de prix, alors qu'en ce moment, il y en a plein et les prix baissent. Donc voilà, c'est tout ça que j'essaye de partager, de faire un peu de pédagogie pour amener les épicuriens qui me suivent aux bons endroits. Tu vas nous présenter à nouveau, enfin tu l'as fait déjà tout à l'heure, mais rapidement, Raphaël Linossi, chef au domaine Lafond des Pères au Bossé. C'est vrai qu'on a eu plaisir à voir sa cuisine et on continue justement à découvrir les recettes que nous propose le chef, Marie. C'est ça, alors Raphaël, ça fait très longtemps qu'on se connaît, parce que je l'ai connu quand il était, si je ne me trompe pas, tu me rattrapes sinon, quand tu étais second à l'hôtel L'Île Rousse. Avant déjà avant. Au château de Berne, ouais. T'as raison. Ah oui, donc ça fait vraiment, on se voit vieillir mal. Ouais, j'ai retrouvé une photo la dernière fois d'ailleurs. D'il y a 10 ans, quoi. Ne la sors pas. Donc Raphaël, je l'ai connu au château de Berne. Après, il a été longtemps second du chef Jérémy Xapliki à l'Île Rousse. De toute façon, vous avez travaillé ensemble très longtemps. Ouais, 12 ans. 12 ans. Donc il a appris à faire la sauce. Jérémy, il nous a lâchés, il est parti à Saint-Barth. Ouais, il a bien eu raison. Et Raphaël, du coup, lui, a pris cette place de chef au domaine de la Fond des Pères. Très très beau domaine au Bossé qui a 2 restaurants, un domaine viticole, donc une ferme auberge, des chambres, un hôtel, un endroit magnifique avec une vue paradisiaque. Et Raphaël est accompagné aujourd'hui d'Emeline. Parle-nous un peu d'Emeline parce qu'elle est toute discrète. Ouais, timide. Emeline, en fait, ça fait une dizaine d'années que je la connais en fait. Mon tout premier poste de chef à l'époque où je travaillais avec Jérémy, en fait, nous au château de Berne, en fait, en été, on avait les équipes.
saisonnière. Et ce qu'on voulait, c'était garder au maximum les équipes à l'année. Et du coup, moi, je partais avec les équipes à la montagne. Et du coup, Eline, c'est là où on l'avait embauché à la base à Val d'Isère pour ça, en fait, pour garder à l'année entre le château de Berne et un hôtel avec qui on avait un partenariat à Val d'Isère. Et du coup, après, avec le temps, c'est devenu une amie. Et puis là, il y a 1 an, je l'ai appelée, savoir si ça l'intéressait. J'avais un poste pour elle. Et puis j'avais envie de développer un peu la pâtisserie à la Fond des Pères. Et du coup, je lui ai proposé. Parce qu'elle a quand même travaillé avec moi, bien sûr. Mais après, elle a fait aussi pas mal de temps à l'Intercontinental à Marseille. Ah, très bien, Donc, très belle. du coup, Très belle après, endroit aussi. je sais plus où tu avais travaillé encore. Marseille. Après, Villa Belle Rose. Ouais, aussi. Oui, donc Ouais. des belles À la maisons Vaux, étoilées quand même. Je rappelle aux visiteurs de la foire que nous sommes donc dans le hall gastronomie pour tout le week-end avec un défilé de chefs. Voilà, toutes les heures. Donc on a Raphaël Linossi en ce moment qui nous fait des petits pois et des fraises, une version salée, une version sucrée. Et Marie, en plus, tu t'entoures bien parce qu'il y a tes chefs, les chefs invités. Et puis, il y a également, pour parler des vins, il y a Roland qui est là à nos côtés. Et Roland, ça, c'est important quand on a, je dirais, des recettes aussi élaborées, de choisir les bons vins. Alors, la particularité de l'accompagnement qu'on réalise sur la foire, c'est d'utiliser les vins que nous avons au niveau des producteurs qui sont sur place, notamment au travers de certains stands, ou bien qui participent à la dégustation tous les jours dans le comptoir de la foire. Voilà. Donc il faut voir après en fonction de justement des qualités, les vins qui sont présentés, ça nous permet de les associer donc à cette remarquable présentation des mets. Donc, ce qui fait qu'on réalise des choses intéressantes et je crois que les gens qui sont là en ont pleinement conscience et donc ça permet de voir aussi bien dans le verre que ce qui est présenté des mets de qualité avec des produits de locaux et donc de chez nous. Et vous savez en plus que vous pouvez poser des questions, que ce soit sur les vins. Alors là, vous pouvez y aller. Roland se fera un plaisir de vous renseigner. Et bien évidemment, profitez de la venue des chefs et de Marie pour poser aussi vos questions aux chefs. Ici, là aussi, il se fera un plaisir de vous dire comment ils travaillent. Alors Marie, là, je vois qu'on est en train d'associer... Est-ce qu'on associe la fraise et les petits pois? C'est ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est magique comme association parce qu'on se dit toujours les fraises, c'est sucré, ça marche en dessert. Et en fait, il n'y a rien de meilleur que des fraises avec de l'huile d'olive et du basilic. Moi, l'été, je coupe des fraises, il faut une bonne huile d'olive. L'huile d'olive pas bonne, on l'oublie. Mais une bonne huile d'olive du coin, quelques feuilles de basilic, je vous assure que ça marche très bien. Et donc là, du coup, c'est ça. On est en train de faire une recette avec une mousse de chèvre frais, avec des fraises et des petits pois. Et on a ça, c'est la version salée. Et on aura également la version sucrée avec des babas imbibés à la vodka fabriqués au domaine de la Fond des Pères, une nage de fraises et des petits pois croquants dessus que Emmeline nous a réalisé. Donc on est en train de dresser tout ça pour bientôt passer à la dégustation. Mais je pense que Roland va nous commenter un petit peu la dégustation des vins. On va vous faire passer des verres et vous allez goûter tout ça, le vin de la Fond des Pères. Exactement. Donc c'est bon. Voilà. Comme je reviens sur ce que je vous ai dit donc précédemment. Donc la Fond des Pères, donc Côte de Provence, dans le bassin du Bossé, avec un cépage principal, le Mourvèdre, et un second, le Cinsault, qui allie la finesse et le côté donc mûr de cet assemblage avec la structure et la puissance du Mourvèdre. Sur un 2020, donc les vins sont déjà bien fondus et ça va correspondre tout à fait avec les saveurs sucrées qui vont vous être présentées. Roland, comment, là on est en train de voir un tout petit peu comment vous dégustez les vins. Alors moi j'ai appris avec les sommeliers, avec donc, j'ai un petit problème avec la robe, la couleur du vin, la robe, enfin pas les larmes mais l'alcool, donc quand les larmes arrivent là comme ça, ça c'est des choses qu'on apprend avec des connaisseurs finalement, forcément. Alors, la dégustation, la première chose évidemment d'un vin que l'on perçoit, c'est évidemment sa robe, sa netteté, la couleur, la teinte. Alors, au niveau du rouge, donc effectivement, là on est sur une teinte un petit peu légère mais très intéressante parce qu'elle traduit donc l'aboutissement et déjà l'évolution du vin. Sur les rosés, évidemment, la teinte et la couleur, c'est quelque chose qui frappe immédiatement. Et sur les blancs, après, on a des teintes plus maîtrisées au niveau du jaune doré ou du vert. Donc, voilà. Ça, c'est la première chose, c'est la vision. Ensuite, évidemment,
lorsque vous avez la possibilité, sans renverser le vin, vous faites tourner, et automatiquement, on a l'expression des arômes donc, qui remontent au niveau du verre. En général, les verres à dégustation se referment, et on a une concentration aromatique qui fait que on a la possibilité ensuite de les identifier. Alors chacun a ses percepteurs, chacun a des mots donc, qui caractérisent les descripteurs, mais en règle générale, après on est d'accord sur les notes fruitées, florales, donc, ou bien secondaires, donc dues à l'évolution et au vieillissement. Hein. On regarde la robe à travers un fond blanc, à la limite, on penche un tout petit peu, je ne sais pas, hein, je dis ça. Mais... Ça c'est très important lorsqu'on doit faire une dégustation analytique, où on va caractériser donc, avec précision la robe, donc le fond blanc étant celui effectivement qui va permettre de la caractériser au mieux possible. En général, ce qui n'est pas très... Bon là sur des rouges c'est pas gênant, mais sur les rosés, n'utilisez pas des fonds bois parce que la couleur du bois justement ne renvoie pas les notes très pâles, très nuancées qu'on peut avoir sur les robes des vins rosés. Voilà. Et alors l'alcool, quand on remue un peu, on voit que l'alcool va couler. C'est ce qu'on appelle les larmes, c'est ça du vin ? On appelle les larmes, effectivement. Et déjà, lorsque vous prenez, donc vous avez votre vin dans ce verre-là, on voit très bien la puissance de la teneur en alcool qu'on peut avoir. Si on a des larmes très importantes, on peut estimer qu'on a des degrés de plus élevés, au-delà de 13 à 14 degrés. Lorsqu'elles sont moins visibles, on est en deçà. Hein, voilà. Mais c'est un des marqueurs, mais ce n'est pas forcément celui. Mais c'est vrai que les larmes, notamment on le voit bien à la séparation du vin et du verre, donc on a les larmes qui s'expriment. Ouais, c'est une sorte de quelque chose de gras qui coule comme ça. Tout à fait. Alors après, une chose aussi, peut-être que la plupart des gens ne savent pas, lorsque vous dégustez du champagne, la qualité de la mousse est due à une aspérité, à quelque chose qui reste sur le verre et qui permet de générer donc la mousse. Un verre à champagne qui est absolument sans impureté, où il n'y a absolument rien, c'est très difficile d'exprimer la mousse. D'accord. Tout ça, on l'apprend au fur et à mesure avec des professionnels. On a parlé de la robe, on a parlé effectivement de ces fameuses larmes du vin. Et puis, certains vins, on a besoin de les faire un peu aérer, d'autres pas forcément, ça dépend. Tout à fait. Donc en général, quand vous avez des vins qui sont mis en bouteille assez tôt, vous pouvez avoir des notes carbonées relativement plutôt fermées au niveau de la réduction. Et souvent, ça demande de les ouvrir plutôt ou de les carafer, notamment sur des vins plus anciens, qui permettent à ce moment-là d'exprimer tout le potentiel qu'on a, on va dire, en sommeil. Bien, Roland, ça c'est détaillé, hein, Marie, c'est incroyable hein, quand on a des professionnels, on a des chefs qui sont hors pair et puis voilà donc comment on pourrait dire Roland, vous êtes sommelier, vous êtes plus que ça, vous êtes... Non, les sommeliers sont effectivement accompagnent la présentation des plats, etc. Donc caractérisent avec leur vocabulaire qui leur est propre. Nous en tant qu'énologue au départ, notre formation elle est essentiellement technique et scientifique puisque on est surtout sur les process d'élaboration. Après il est évident que la dégustation est plus analytique parce qu'on axe tous les commentaires et le diagnostic qu'on doit faire par rapport aux cuvées qui nous sont demandées des producteurs pour qu'on puisse donc élaborer l'assemblage à partir de tel ou tel vin, de telle qualité qu'on va rechercher au niveau de l'acidité, de la structure, du volume. Et après, donc, on assemble. Hein, donc, ça, je le disais l'autre jour, les rosés, donc, chez nous, sont aussi des rosés d'assemblage, sont des vins d'assemblage, comme les champagnes d'ailleurs. Donc, on a un peu cette synergie, cette analogie avec la champagne. Et d'ailleurs, on a aussi aujourd'hui un développement qui correspond à la région champenoise. Roland, il est incroyable, hein, Marie, parce qu'il est en train d'agiter le verre. Moi, je regarde parce que je me suis dit, mais il va en mettre de partout. Non, il n'y a pas une goutte qui est partie du verre. Je suis toujours blanc, il n'y a pas une tache. C'est incroyable. Marie, on continue et on va dans quelques instants passer à la dégustation. Alors, j'ai vu Raphaël qui a jeté des petites graines sur sa verrine. Ce sont les... aidez-moi. Du sésame au yuzu que vous trouvez sur le stand Cook Me dans le hall de la gastronomie. Ils ont un magnifique stand avec plein d'épices, de sel et ils ont une gamme de sésame parfumé. Et on a été sur le stand avec Raphaël qui du coup a pris leur carte parce qu'il a trouvé que leurs produits étaient super. Donc je vous invite à passer les voir. Ceux-là de toute façon c'est parfait, vous allez pouvoir goûter, vous rendre compte que tout ça est vraiment pas mal. Et ensuite n'hésitez pas à aller voir nos exposants, nos producteurs de fraises et producteurs d'agneaux, voilà, toute la richesse qu'il y a dans ce hall de la gastronomie. Et on va procéder à la dégustation. Donc on va commencer par le premier qui est la mousse de chèvre, fraises, petits pois, graines de sésame au yuzu
vous allez m'en dire des nouvelles. Allez, Dorian, mon exceptionnel stagiaire qui est venu expressément d'Angers pour participer avec nous au week-end de la gastronomie, a le bon rôle de vous amener la dégustation. C'est beau ça, hein? Ouais. Très très beau, Raphaël. Très beau plat. Ouais. Très très beau plat. Est-ce que c'est un plat qu'on peut retrouver à la Fond des Pères? Oui, alors, oui. Oui, maintenant que tu le dis. Oui. Non, le baba, C'est ça c'est le baba. Je l'ai à la carte. Je l'ai pas encore mis, mais je le mets tous les printemps. Ouais, en général, je le mets juste avant l'été, quoi. Et la mousse de chèvre frais, non? Mousse de chèvre frais, je l'ai actuellement avec. Par contre, je le décline avec du miel parce qu'on travaille avec comment dire, Un apiculteur. un apiculteur, ouais, à côté de ma productrice de fromage de chèvre. Et en fait, ce que j'aimais bien, c'était, encore une fois, comme les petits pois et les fraises qu'on a au domaine, c'était de réunir les gens qui sont dans le même secteur. Et du coup, on fait donc la mousse de chèvre au miel de cygne. Ouais, donc en circuit Tuile ultra court. Ouais, quoi. c'est ça, voilà. Et tuile au miel dessus. Voilà. Et donc là, en ce moment, qu'est-ce qu'on trouve à ta carte à la Fond des Pères? Donne-nous envie de venir. Alors en ce moment, c'est la pleine période des artichauts, des asperges. Donc je travaille avec Brice qui est à la Ciotat. Et lui, il fait des volailles exceptionnelles. D'accord. Et lui, encore une fois, sur le même principe, il a des artichauts à côté des volailles. Et du coup, on a fait un plat artichaut-volaille avec une sauce poulette aux algues. Ouais, comme c'est à la Ciotat, au bord de mer. Très cohérent, quoi. Voilà, à chaque fois, c'est comme ça. Voilà. Très cohérent. Est-ce que ça vous plaît? Ah là là, il n'y a plus personne qui dit rien, tout le monde a la bouche pleine. Ouais, c'est frais. Alors dites-nous. C'est pas bon. Mario? Je vous enlève les mots de la bouche, c'est ça? Je déguste. Non, des saveurs, vraiment, ça ressort vraiment de tous les papilles sucrés, salés. C'est très très bon, surtout avec l'huile d'olive. L'huile d'olive, on vous l'a dit, hein, c'est la vie. Hein. Et vous, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je trouve que l'association est très bonne. Ça ne me serait jamais venu à l'idée de mettre petits pois et fraises, mais c'est délicieux. Vous voyez, j'ai dit un petit pois frais. Ils ont des bonnes idées, hein, et vous? Excellent. On en reveut, hein? Eh bien, ça tombe bien parce qu'on va ensuite passer à la partie sucrée avec Emeline qui est en train de finaliser sa crème. Donc la crème, on l'a fait redescendre à 35 degrés. C'est au pifomètre. T'as pas amené le thermomètre là, hein? Je suis sûre qu'au restaurant, tu mets le thermomètre. Non. C'est un métier. C'est l'habitude, comme le chocolat. Tu sais que c'est bon. Il commence un peu à reprendre avec la gélatine. Quand ça refroidit, la gélatine fait son travail, donc ça veut dire qu'elle reprend, la masse commence à gélifier. À la texture, tu sais que c'est la bonne température. Donc tu incorpores ton beurre. Ton beurre est froid, il est à température ambiante. Et donc tu incorpores au mixeur gentiment pour ne pas en mettre partout. Petit à petit, hein, c'est un travail de patience. Hein. Tiens, regarde, viens te mettre là, comme ça on va te mettre... Ah bah non, il y a la prise. Je voulais mettre devant la caméra pour que vous voyez, mais les prises sont ici. Ouais, je pense qu'on doit voir... Ah ben on voit en haut à l'écran. Vous pouvez suivre tout ça à l'écran. Ça c'est bon, regarde. Au restaurant, ça donne ça. Quand c'est pas dans une verrine, c'est comme ça. C'est magnifique. Ça, c'est un vrai plat printanier comme il faut. Je vais poser le micro 2 secondes pour en faire une photo d'ailleurs. Pour l'accompagnement au niveau du vin, là, vous verrez, par rapport à la structure, donc sur la partie salée, on voit très bien, il faut qu'on ait une structure tannique suffisante. Dans l'occurrence, là, sur la finale, c'est le Mourvèdre qui apporte ça, qui nous permet de bien accompagner la première partie donc salée. Vous verrez que par la suite, sur le sucré, sera plus le côté
très gourmand et beaucoup de finesse du Cinsault qui va exhaler au niveau de. On va refaire un explicatif sur le. Voilà, le crémeux. l'accord sucré-salé, c'est pas évident, mais là en l'occurrence, il faut bien faire la différence entre la structure et le côté finesse et équilibre. Raphaël me dit qu'il y a des petites informations à ajouter sur le crémeux. Alors Raphaël, je te laisse la parole. Alors, du coup, on va refaire une petite révision sur le crémeux parce que du coup, on en a lancé sur le début et après, on a fini un petit peu maintenant. Et en fait, ce qu'on voulait, c'était vous montrer la technique parce que le crémeux, en général, ça a besoin d'une nuit de repos. Donc, nous, on a ramené le nôtre. Mais le but, c'était quand même que vous compreniez un peu le concept du crémeux citron. Donc, en fait, le crémeux citron, c'est un jus de citron. Un jus de citron avec du sucre et des œufs, départ à froid. Et en fait, on va le cuire tout doucement. Donc on va... Ça, une fois qu'on a ça, il faut qu'on le cuise? Depuis le départ en fait. Ah oui, ok, c'est Depuis le départ. Au départ, on avait mis du jus de citron, du sucre avec des œufs. On a bien mélangé tout ça et on l'a mis sur la plaque à chauffer tout doucement. Et on va le cuire tout doucement, mais vraiment comme une anglaise, c'est exactement le crème pâtissière. C'est exactement le même principe que la crème pâtissière. C'est-à-dire qu'il faut bien remuer dans tous les coins pour pas qu'il y ait de grumeaux qui se forment ou que de l'œuf cuise trop. Donc ça, et du coup après on a arrêté la cuisson, on l'a laissé refroidir et après on l'a monté au beurre. C'est-à-dire on a mis du beurre frais dedans et on y a mis un petit coup de girafe, Oui, de mixeur plongeant. De mixeur plongeant, voilà. Ce truc là. Pour incorporer le beurre, que ça rend... Ouais, girafe, ça s'appelle une girafe. Ça va. Et en fait, du coup, ça a créé vraiment une texture vraiment brillante avec le beurre. Mais ça, c'est une technique qu'on ne peut pas utiliser tout de suite. On peut le manger comme ça, par exemple, sur un dessert, il n'y a pas de problème. Mais par contre, pour ce qu'on va faire, la recette qu'on a besoin d'une nuit de repos pour qu'il y ait un peu plus de texture. Ça a l'air bon, mon Dieu. Bon, je peux goûter. Donnez-moi une cuillère. Donnez-moi une cuillère parce que on va voir si. Si. De fraise, on le fait avec l'avocat. Ouais. Donc on va terminer tranquillement cette démonstration et puis à 16h30, on poursuivra avec Roman Dolciami qui est déjà arrivé, qui va nous faire ses cookies et on tirera au sort des gens qui vont venir l'aider en cuisine. Là, c'est concentré, on dresse. Ben, ça a l'air très bon. Ça a l'air très bon. Roland, t'en profites pour dire un petit mot peut-être sur les appellations ou les terroirs des vins de Provence, par exemple? Bien sûr. Puisque c'est notre sponsor du jour, le CIVP. Donc appellation, les vins de Provence. Alors on passe... Ah voilà, la carte, c'est parfait. Donc je vous rappelle les appellations principales qui composent l'ensemble des vins de la région. Les Côtes de Provence évidemment pour leur maximum de superficie et de volume, donc en général autour d'entre 21 et 22 000 hectares. Les Coteaux d'Aix, 3 200 hectares. Et puis les Coteaux-Varois, 2 000 hectares. Voilà, donc on a cet ordre d'idées. Donc en termes de volume, on va être à 140 150 000 pour les derniers, 200 220 000 pour les seconds, et puis entre 800 et 900 000 hectos pour les Côtes de Provence. Sachant que tout ça se décline donc dans le département avec par bassin les DGC, à savoir donc appellation Sainte-Victoire pour le bassin autour de Traits et Aix-en-Provence. Ensuite, Côte de Provence-la-Londe, comme son nom l'indique, donc sur la bordure maritime. Côte de Provence-Pierrefeu sur le triangle Pierrefeu-Pugéville-Cuers. Et puis Notre-Dame-des-Anges autour de Gonfaron, le Canet. Donc, et ensuite, on termine par Côte de Provence-Fréjus, donc la partie tout à l'est de notre appellation. Voilà. Donc le CIVP, vin de Provence, Côte de Provence, Coteaux-Varois et Coteaux d'Aix. Et là aujourd'hui, donc vous avez donc en accompagnement la fonte des pères Côte de Provence sur le bassin du Bossé, à l'intérieur du Bandol, mais il y a des surfaces, il y a des zones qui sont classées Côte de Provence et d'autres qui sont en IGP. Voilà, donc je vous ai dit à peine que ce vin-là était constitué
majoritairement de Mourvèdre, mais aussi de Cinsault. Et c'est là que vous allez voir toute la finesse et le côté mûr et gourmand du Cinsault qui va parfaitement accompagner le côté sucré de la deuxième version du chef qui va vous être servi incessamment sous peu. Voilà. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Donc, je réponds volontiers à vos interrogations viniques ou bachiques. Donc, c'est selon ce que vous souhaitez. Ouais, c'est bon. Alors, est-ce que ça vous plaît? Ça y est, tout le monde est la bouche pleine. Encore une fois, on n'entend plus personne. On entend les mouches voler. On me dit que c'est léger. Alors, est-ce que ça marche bien, les petits pois en sucré? Bah, tout le monde est trop concentré, Raphaël. Je suis désolée, tu as fait quelque chose de très bon. Ils ne veulent plus parler. En tout cas, visuellement, c'est très très beau. Bravo Emeline qui a réalisé ce dessert. Hop. Allez, il manque une cuillère. Ah pardon, j'avais pas vu. Je vais venir vous voir parce que si je vous arrache pas les mots de la bouche, vous êtes tous trop concentrés là. Monsieur, est-ce que ça vous plaît? Très très bon, oui. Petit pois, ça marche? Moyennement. Ah. Donc vous êtes moyennement convaincu. Super. Si, non, le plat est très bon, mais l'association petit pois avec le reste quoi. C'est surprenant. C'est surprenant. On tombe de sa chaise. Mais c'est ça aussi le travail des chefs, c'est de nous sortir de notre zone de confort, nous faire découvrir des choses, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on aurait peut-être mangé spontanément. Après, je pense que si on le mange 2-3 fois, au bout d'un moment, on s'habitue, on se dit ah ouais, c'est pas mal. Mais c'est surprenant. Ah ici devant, est-ce que vous avez trouvé? Comment vous avez trouvé? C'était bon. Et vous, les petits pois, ça va? Oui, ça va, ça va. Et je préférais avec la chèvre à peine. C'est vrai. Je vais goûter pour mettre tout le monde d'accord. Et vous? Moi j'aime bien. Ouais. Comme quoi, ça marche? Ouais. Ça marche. Donc, après, Raphaël peut se rassurer. Je vois tous les petits pots vides. Hein. Et la fraîcheur, l'acidité de la fraise et la myrtille. Ah, ça vous a plu? bien ensemble. C'est bien aussi. Hein. Ouais, super. Les deux jeunes. Une fois qu'on est Excellent. surpris, Merci. on découvre quand même une association de saveurs qui est Ah oui, intéressante. oui. Bah, c'est inhabituel. Et la vodka, c'est bon. Ça match tellement bien. Voilà, c'est ça. C'est leur métier, nous faire découvrir des choses, nous faire sortir de notre zone de confort, proposer des choses qu'on a. Parce que moi, je dis, si on va au restaurant pour manger la même chose qu'à la maison, alors ça a son utilité, hein, évidemment, mais le côté sympa, c'est le côté découverte. Eh bien, écoutez, dès que vous aurez la bouche vide, les mains vides, je vous propose d'applaudir Raphaël et Emeline pour leur démonstration, pour leur temps, les remercier d'être venus nous rendre visite et pour cette belle recette qui nous fait découvrir des produits de saison d'une autre manière. Merci beaucoup, Raphaël et Emeline, d'être venus nous voir. Merci, merci, merci. Attendez, Roland va nous partager son commentaire sur ce plat parce qu'il a une analyse très fine quand même. Oui, alors à la première surprise que vous avez, effectivement, c'est l'association du petit pois et de la fraise. Mais dans un premier temps, première chose, vous avez un visuel extraordinaire. Donc le vert
Et le rose, la fraise, le rouge, ça c'est très bien. Et ensuite, l'amertume du petit pois est compensée par la fraîcheur et l'acidité du fruit et supporter justement le support de la... C'est là qu'on voit la vodka qui arrondit tout ça. C'est quelque chose à la fois surprenant, mais bien réalisé avec une explosion de à la vapeur, on les cuit complémentaires. Ça, il ne faut pas l'oublier. 3-4 minutes. C'est autre chose évidemment que des fraises trucs. Moi, je trouve que le petit pois apporte une originalité extrême auquel on n'était pas préparé. C'est remarquable. Et puis avec le vin aussi, le vin qui est mûr, donc il y a ce côté très mûr, donc à la fois donc soyeux, c'est aussi ça complète la dégustation finale. Voilà.